C'est nous les types. Salut à tous, tout a commencé avec l'annonce du remake de Sister Act, puis la suite d'Un Prince à New York, et maintenant on a le retour médiatique de Soulja Boy, mais en quelle année est-on, je vous le demande? 1997. Peut-être, ou 2007 justement. Détendez-vous, vous écoutez le Chip, je m'appelle François Aulac, et comme d'habitude je suis accompagné de Kevin Donna, salut Kevin. Hello, hello. Et de Mélanie Banga. Bonsoir Paris. Comment ça va Mélanie? Comment vont tes cours de yoga? Eh bien écoute, ça va très bien, j'ai commencé, j'ai donné mon deuxième cours hier, donc je suis une prof certifiée de yoga, et là je pitch. Mon ambition c'est d'ouvrir le yoga à tout le monde, et notamment aux personnes noires qui n'en font pas assez, donc venez faire du yoga, c'est trop bien. Hashtag autopromo. Voilà. Cette quinzaine, dans le Chip, on a regardé le film Si Beale Street pouvait parler, réalisé par Barry Jenkins et adapté d'un roman de James Baldwin. Oui, oui, oui. Kevin, James Baldwin est mort en 87. Tu vas nous expliquer pourquoi ses œuvres sont saut 2009. 2019. 2019. Oh là là, my God, mais je suis fatigué. Mélanie, ensuite, tu vas nous parler d'Ariana Grande qui est accusée d'appropriation culturelle. Tout à fait. Notamment avec son nouveau clip Seven Rings. Est-elle blanche? Est-elle noire? Est-elle italienne? Est-elle grecque? Est-elle seulement une bonne chanteuse? On va tout savoir grâce Tout à de suite toi. dans la provocation. Mais on commence d'abord par le trash ou iconique. Alors, on connaissait Cardi B, star de télé-réalité. What was the reason? I had a reason. What was the I reason? had a reason. What was the reason? I just explained the reason. What was the reason, bitch? I don't need to explain myself to you. And What was the reason? C'est tellement iconique. C'était on dans con- Love and Hip Hop, ça? Oui, non? c'était Ouais. Love and Hip Hop. On connaissait aussi, bien sûr, Cardi B, rappeuse. I'm in district in the chain. Certified, you know I'm gang, 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 gang. Et bien sûr, on connaît Cardi B, maman de culture et femme bafouée du rappeur Offset des Migos, pardon. On connaît aussi Cardi B en némésis de Nicki Minaj. En fait, elle a quand même beaucoup de casquettes, mais elle en rajoute une. On a découvert sa transformation la plus iconique à ce jour, qui est Cardi B, analyste politique. Hey y'all, I just want to remind y'all because it's been a little bit over 3 weeks, okay? It's been a little bit over 3 weeks. Trump is now ordering, as in summoning, federal government workers to go back to work without getting paid. Now, I don't want to hear y'all motherfuckers talking about, oh, but Obama shut down the government for 17 days. Yeah, bitch! For healthcare. So your grandma could check her blood pressure and you bitches could go check your pussy in the gynecologist with no motherfucking problem. Now, I know a lot of y'all don't care because y'all don't work for the government or y'all probably don't even have a job, but this shit is really fucking serious, bro. C'est un Longue gros diatribe. rant contre Trump et l'administration Trump que Cardi B a uploadé il y a quelques jours, il y a quelques semaines maintenant, sur Instagram. C'est une vidéo dans laquelle elle s'insurge contre la fermeture du gouvernement américain causée par le bras de fer entre le président Donald Trump donc, et les élus démocrates qui ont refusé de voter son budget pour la construction du fameux mur entre les États-Unis voilà, et le Mexique. Alors, Cardi, elle avait déjà pris position lors des élections de novembre dernier en soutenant la démocrate Cynthia Nixon au poste de gouverneur des États-Unis à New York. Donc on connaissait ses positions, on savait qu'elle était démocrate en fait. Mais là, c'est vraiment une prise de position frontale qu'elle a fait. Comme elle le rappelle dans la vidéo, 800 000 personnes ont été forcées de travailler sans paix pendant 35 jours. Et du coup, le rant est devenu viral. Il a été entre autres retweeté par Captain America lui-même, Chris Evans, l'acteur. Et il a même poussé les sénateurs à se demander entre eux s'ils allaient le retweeter. J'ai vu. Ouais, t'as vu. Hein. En fait, ils sont quand même abstenus à la fin. Et bien sûr, du coup, Cardi a répondu à la polémique par un impayable « Mais why am I trending ?» 12 000 retweets. Les t-shirts sont déjà dispo sur le site si vous voulez vous acheter le tweet. Alors, pourquoi c'est iconique ce rant? Déjà parce que pour moi, je suis désolée François, mais c'est l'anti-Kanye. Aucun parce que problème, j'aime pour les moi, deux. pour moi, dans ce rant, c'est pas d'elle qu'elle parle. En fait, c'est des travailleurs non payés avec qui elle est en empathie. Et du coup, on sait, elle est multimillionnaire, Cardi B, donc elle pourrait s'en foutre, mais elle se positionne comme une passionnariat du peuple. Et elle rappelle que si Obama, lui aussi, a fermé le gouvernement en 2013, c'était pour une bonne raison, parce que c'était pour le vote Médicare. sur la sécurité sociale, pour que ta grand-mère aille faire des examens de pression sanguine. Et du coup, sur Twitter, les conservateurs se sont déchaînés sur elle, et elle a entre autres répondu à Thomas Loren. Tammy Loren. Mais en fait, Ah, oui, on dit pas son vrai nom. On dit pas son vrai nom. pardon. Voilà. Hein. Ralph Lauren. Encore lui, voilà. Oh, Tommy Hilfiger, alors du coup. Ouais. Donc, commentatrice d'extrême droite blonde et démoniaque, hein, qu'on retrouve toujours sur ces sujets-là. Et donc, elle lui a dit qu'elle allait la dog walker. Ah, c'est tout pour moi cette expression. I'm gonna dog walk you. Qu'est-ce que ça veut dire, Kevin, cette Je expression? pense que, en fait, donc dog walker, je vais te faire marcher comme si t'étais mon chien, mais je trouve que le meilleur truc, la meilleure traduction, ce serait je vais te mettre la
laisse. Je trouve qu'il n'y a pas le côté performatif. Le côté chien. Avec, je trouve que on perd trop de sens dans cette traduction. Non, moi j'aime bien. Mais bon. Mais du coup, elle prend vraiment les twittos racistes et sexistes à bras le corps et elle leur répond point par point parce que bien sûr, il y en a qui ont dit ouais, mais attends, t'es une stripteaseuse, tu twerk, on n'a pas besoin de ton analyse politique. Et elle leur dit bah c'est pas parce que je twerk et que je suis une stripteaseuse et que je me mets nue que je mérite que vous m'envoyez des menaces de viol, etc. Et tout. Donc c'est une citoyenne comme les autres, elle a le droit d'avoir son avis sur la mais c'est politique. ça, et elle a des arguments intelligents. Pour moi, je trouve que c'est des arguments qui sont à la limite du bon sens populaire, en fait. Elle développe... Mais alors, c'est ces arguments-là qui sont plutôt réfléchis et quand même basiques, mais elle les développe avec des termes hyper évocateurs, et donc du slang et des bitch à chaque phrase. Bro, bitch, I'm scared. Voilà. Et du coup, ça paye parce que Stephen Colbert, donc l'animateur de Late Night, a lancé une pétition pour que Cardi prépare le rejet officiel du State of the Union Address, donc le discours à l'Union que Donald Trump doit donner chaque année. Hein. Tous les présidents le donnent chaque année. Voilà. Et ça a payé, je crois qu'il y a 80 000 personnes qui ont signé la pétition pour qu'elle le fasse. Hein. C'est un truc complètement... Du coup, on peut se demander si après l'heure de Quand il s'abaisse, nous nous élevons de Michelle Obama, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est en 2016 quand même. Hein. Ouais. Est-ce qu'on ne serait pas arrivé à l'époque plutôt des réponses politiques punchy, quoi, du bitch, du... I will dog walk you, si je suis pas d'accord avec toi. Ouais, mais tout le monde peut pas le faire. Elle est... Trump, en général, qu'on essaye de l'emmener dans la boue, il est assez fort pour ça, mais là... Si c'était Alexandria Ocasio-Cortez qui avait répondu à un truc comme ça à Tommy Lahren, bizarrement, je pense que ce serait moins bien passé. Ouais. Tristement, on attend de Cardi B et on n'est pas choqué de Cardi B lorsqu'elle dit quelque chose comme ça. C'est très cathartique, mais parce qu'on a envie de le dire. Elle le fait bien, elle le fait comme personne. Quoi. Elle a vraiment... Tous les commentateurs étaient là, mais c'est exactement ça qu'on essaie de dire depuis 2 semaines. Elle a sa persona de rappeuse qui lui permet de dire des Effectivement, je vois mal un sénateur dans un débat sortir ça, quoi. Voilà. Mais bon, moi je suis quand même pour, et puis je terminerai en disant bitch. Alright. Alors, est-ce que je vous ai parlé de ma théorie selon laquelle le film BlacKkKlansman de Spike Lee est la plus grosse arnaque de 2018 ou pas ? J'ai cru comprendre. Ouais, je vous avais déjà dit que j'ai haï ce film de tout mon cœur, parce qu'il y a une mise en scène molle, parce que le propos politique est super problématique, parce que la musique est énervante, parce que les personnages sont caricaturaux. Bref, j'ai plein de raisons. Mais attôt, t'as pas aimé, non ? Est-ce que je t'ai dit que je t'ai pas aimé et que j'ai non, pas mais aimé, je sais pas, tu l'as quand même bien défoncé, là. Bah, j'en profite pour préciser que je n'ai pas aimé BlacKkKlansman. Il y a quelqu'un qui pense comme moi, et ce quelqu'un n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit de Boots Riley, le réalisateur, le musicien et réalisateur de Sorry to Bother You, qui lui est un film iconique. Sur Twitter, il a pointé du doigt les raisons pour lesquelles BlacKkKlansman est un mauvais film. Il s'est un petit peu adonné à un jeu des 7 différences. Donc pour ceux qui n'ont pas vu BlacKkKlansman, c'est en gros l'histoire vraie d'un policier dans les années 70 qui s'appelle Ron Stallworth, qui a infiltré le Ku Klux Klan, donc organisation suprémaciste blanche, pour le compte de la police de quelle ville déjà ? Je sais plus, c'est dans le Colorado, je suis pas sûr. Il me semble, ouais. J'ai pas vu le C'est film. dans le sud. T'as pas vu le film ? Non. Bref. Plein de choses en fait sont pointées du doigt par Boots Riley qu'il trouve vraiment gênantes dans le propos du film. Dans le film, par exemple, Ron infiltre une association noire radicale pendant une soirée, sauf que dans la réalité, il l'a infiltré pendant 3 ans. Dans le film, Ron infiltre le KKK pour lutter contre leurs exactions raciales. Son boss, son chef l'envoie en disant oh, ces mecs-là sont un peu dangereux, va voir de plus près s'ils ne présentent pas un risque pour certaines populations. Dans la réalité, les opérations de police qui servaient justement... Qui consistait à infiltrer ces organisations radicales, avait plutôt pour but de garder les organisations noires sous contrôle et d'attiser la violence du Ku Klux Klan contre les organisations noires. Donc en fait, ils utilisaient la violence du Ku Klux Klan pour justement mieux éliminer les organisations radicales telles que le Black Panther. Ouais. Dans le film, le personnage d'Adam Driver, donc qui est un policier blanc qui infiltre le KKK aux côtés de Ron Stallworth, est juif. En fait, dans la réalité, il n'était pas juif. C'est une sorte de procédé de mise en scène qui augmente ce que Boots Riley dit. Voilà, Boots Riley dit que c'est juste pour augmenter l'attention, augmenter l'enjeu dramatique, mais qu'en fait, le mec n'était pas juif et n'avait pas non plus un physique qui pouvait renvoyer aux stéréotypes juifs. Alors que dans le film, voilà, à un moment, on lui dit « mais t'as un grand nez, etc. C'est bizarre. » Ça, c'est totalement de la fiction. Encore autre chose, la police, dans le film, empêche un attentat à la bombe. Ce n'est pas arrivé non plus. Ce n'est pas dans le mémoire de Ron Stallworth. Donc c'est une pure fiction, ou alors si moi insiste, ce sont des faits invérifiables. Bref, ce que Boots Riley dit finalement sur Twitter, c'est que le film multiplie les arrangements avec la vérité afin de présenter les policiers sous un jour positif
Et les Noirs, paradoxalement, les Noirs radicaux qu'on voit dans le film, les associations de Noirs radicaux et politisés, est-ce qu'ils vont pas un peu trop loin, quoi? Voilà, comme plus violents qu'ils ne l'étaient en réalité. C'est assez parlant lorsqu'il dit qu'il a rencontré lui-même en personne dans les années 80, je crois, Kwame Touré, qui est un activiste noir qui a vraiment existé, qui est dépeint dans le film, et qui dit à un moment qu'en gros les Noirs doivent prendre les armes, alors que le mec dit, Bousra dit, non, si j'avais demandé à Kwame Touré dans ces années-là ce qu'il faut faire pour atteindre la libération des Noirs, il m'aurait jamais dit prends les armes, il m'aurait dit tais-toi et étudie, lis des livres. Donc bref. Dans la vraie histoire de BlacKkKlansman, finalement, la morale de Boots Riley, c'est que dans la vraie histoire de BlacKkKlansman, Ron Stallworth n'est pas le gentil héros de l'histoire qui va lutter contre le racisme, mais le méchant. C'est-à-dire, c'est le noir traître qui va infiltrer les organisations noires. Quoi. Exactement. Il va infiltrer les organisations noires pour mieux les miner de l'intérieur. C'est extrêmement grave, c'est extrêmement dangereux et c'est une activité qui a été largement documentée dans ces années-là, notamment par le FBI. Donc voilà, J'avoue, je suis assez étonné malgré tout. Je pensais que BlacKkKlansman était juste le Big Flo et Oli du cinéma afro-américain, c'est-à-dire un film aucun ennuyeux, respect pour tonton Spike. C'est-à-dire un film ennuyeux, ringard et extrêmement lisse politiquement. En fait, je découvre que c'est aussi un film carrément dangereux politiquement en 2019, à l'heure où Black Lives Matter et les activistes luttent contre les violences policières. C'est un film qui arrive et qui dit non mais attendez, les policiers ils sont gentils et tout machin. Franchement, ils sont là pour lutter contre le racisme et pour le bien collectif. Je pense pas que ce soit la réalité de la police de cette époque, sans être américain ni spécialiste. En tout cas, c'est ce que Boots Riley dit. Ce qui dit aussi d'intéressant, je ne sais pas si je te coupe l'herbe sous le pied, c'est que Spike Lee a été impliqué dans des opérations de promotion de la police ou sa société. J'ai lu en. Ouais, c'est ça. Il a été payé, si je me souviens bien, pour tourner une sorte de campagne vidéo qui avait pour but de rapprocher les minorités avec la police. Donc en gros, une sorte de community announcement, des trucs comme ça. Donc, il revient de loin, putain. C'est bien, mais du coup, ce que Boots Riley dit, c'est que le film BlacKkKlansman a cette lumière. Non seulement c'est un film factuellement faux, mais que soit factuellement faux, c'est pas grave. Oui, c'est du cinéma, effectivement. Voilà, il y a beaucoup de films qui changent. Les trucs romancés. Genre Green Book aussi, ils ont changé énormément de trucs. Aucun problème avec le fait que ce soit factuellement pas toujours précis. Le problème, c'est que là, ça se fait. Il y a une idéologie derrière. Il y a une idéologie, qui, selon Boots Riley, est vraiment problématique. BlacKkKlansman, c'est 6 nominations aux Oscars 2019, là, dont la nomination pour le meilleur film et le meilleur réalisateur. Ils ont été aussi nommés pour la meilleure musique. Ouais. Mais alors, je pense que là, on assiste quand même de la part de l'Académie à vite, Spike Lee a fait un film, vite, on lui a pas donné d'Oscar pour Do the Right Thing, il faut faire quelque chose, faut qu'on le nomme. Mais les mecs arrivent combien de temps après? 20 ans après? Ils arrivent à retard. Anyway, autant vous dire que j'espère que Black Panther le battra à plat de couture dans toutes les catégories où ils sont en concurrence. Kevin, t'es allé au cinéma il y a pas longtemps et t'es ressorti plutôt très excité. Peux-tu nous en dire plus? Ouais, on peut dire ça comme ça. C'était pas une allusion sexuelle. Il y a un film qui va bientôt sortir sur vos écrans. Ça s'appelle Si Beale Street pouvait parler. You ready for this? I've never been more ready for anything in my whole life. You know I love you. No matter what happens. I'm yours and you're mine, and that's it. You and me all the time. Honey, there's something I gotta tell you. We are drinking to new life. Tish gonna have Fonny's baby. Donc voilà, il s'agit d'une histoire d'amour entre deux jeunes noirs américains, Fonny et Tish. Leur idylle est interrompue quand Fonny est accusé à tort d'un viol et qui se retrouve incarcéré. Donc Tish et Sharon, la belle-mère de Tish, décide alors de tout faire pour innocenter Fonny. Le film est magnifique, le casting est 5 étoiles. Regina King a gagné un Golden Globe pour sa performance. Mais si on vous parle en fait du film, c'est aussi pour discuter de l'auteur qui a écrit le roman derrière le film, James Baldwin, un des plus grands écrivains américains du XXe siècle. Et c'est la première fois qu'une de ses œuvres de fiction est adaptée par Hollywood. Et il était temps. Pourquoi ? D'abord parce qu'il est à peu près de façon plus ou moins subtile cité par tout le monde dans la culture. Quelques exemples, Dear White People, la saison 1
Ouais. Épisode 1, première scène, une citation de Baldwin qui dit « Le paradoxe de l'éducation, c'est qu'en devenant conscient, on se met à examiner la société dans laquelle on est éduqué. » Ça tombe bien pour des jeunes noirs sur un campus majoritairement blanc. Un autre exemple, Killer Mike, on avait parlé il y a quelques semaines, fin 2018, de Trigger Warning, qui est sorti sur Netflix et que j'ai tout regardé en une seule traite. On vous recommande chaudement, très chaudement. C'est pas tout public, cela dit, Trigger Warning. Oui, bah Trigger Warning. Le truc s'appelle littéralement Trigger Warning. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Donc c'est pas, ne le regardez pas avec des racistes, c'est ça? Ou avec des enfants en bas âge. Ah d'accord. Voilà. Du coup, l'épisode 4 de Trigger Warning, c'est sur la religion. Killer Mike en a marre et décide qu'il a besoin d'un Jésus noir et veut fonder sa propre religion. Et donc la citation d'ouverture, c'est « Mon éducation dans la culture chrétienne m'a toujours empêché de me considérer totalement libre. James Baldwin. Ouais. Le mec est cité partout dans la pop culture. C'est le mec qu'il faut citer pour faire bien. Du coup, Baldwin, il est omniprésent parce qu'il n'a jamais été aussi pertinent qu'aujourd'hui, mais on en parlera un petit peu plus tard, pourquoi Baldwin est ce 2019. Mais pour revenir au film Beale Street, c'est Barry Jenkins qui s'est chargé de la réalisation. Et déjà bien avant la sortie du film, il y a eu un article sur le site des Inrocks, James Baldwin, enfin bienvenue à Hollywood, écrit par Fantasilla, qu'on a reçu sur un autre média, et qui disait déjà que Barry Jenkins était l'homme de la situation pour adapter Baldwin au cinéma. Je cite, « Le vrai film baldwinien des Oscars 2017, c'est pas I Am Not Your Negro, mais bien Moonlight, beaucoup plus audacieux, original et surtout nettement plus queer. On rappelle que dans Moonlight, on suit l'éveil de Chiron, héros noir et sensible découvrant son homosexualité. C'est un peu l'enfance et l'adolescence de James Baldwin que l'on pourra apercevoir. » Ouais, c'est bien résumé. Ouais, fin de citation. Donc qui est Baldwin ? En 2 mots, il est né à Harlem en 1924, dans la pauvreté et dans une famille très pieuse. Quand je dis très pieuse, la famille, son père, ancien prédicateur, lui-même va être prédicateur pentecôtiste entre l'âge de 14 et 17 ans. Il grandit complexé par son apparence. Il se trouve laid, mais il a une opportunité, c'est qu'il est scolarisé en dehors de Harlem, avec des Blancs. Il écrit des articles pour des journaux et il n'arrive pas à écrire son premier roman. Du coup, il a besoin de quitter l'Amérique et vient s'installer à Paris où il va se faire un nom et devenir un essayiste et un journaliste de premier plan. C'est avant tout un penseur des droits civiques. Il est à la fois proche de Martin Luther King et de Malcolm X. Il a pensé la question noire comme peu de gens. Il a un engagement indéniable, même s'il a toujours été critique en fait, à l'égard de tout le monde. Il a toujours été, en fait, voulu garder son indépendance. Il y a quelque chose qui montre bien ça. C'est un échange télévisé de 1968 où il est confronté à un prof de philo de Yale qui s'appelle Paul Weiss, qui est bien sûr un vieil homme blanc, et qui vient expliquer à James Baldwin que de toute façon la vie est dure pour tout le monde. Ah mais oui, je me souviens, je l'ai vu ce truc. Voilà, incroyable. Que tout le monde est seul, que tout le monde doit se faire et se débrouiller seul. Et puis ensuite il reproche à Baldwin de tout baser sur la couleur, de mettre les gens dans des catégories qui n'existent pas. Tu divises les gens. Exactement. L'extrait est présent dans I Am Not Your Negro, c'est ça? Exactement. Oui. Il est bien ressorti à ce moment-là. Et il lui explique à la fin que lui-même, donc Paul Weiss, a plus en commun avec un savant noir qu'un blanc ignorant. Baldwin va le soulever. Timbuktu ended up in Paris, on the streets of Paris, with $40 in my pocket on the theory that nothing worse could happen to me there than it already happened to me here. You talk about making it as a writer by yourself. You had to be able then to turn off all the antenna with which you live, because once you turn your back on this society, you may die. And it's very hard to sit at a typewriter and concentrate on that if you're afraid of the world around you. The years I lived in Paris did one thing for me. They released me from that particular social terror, which was not the paranoia of my own mind, but a real social danger visible in the face of every cop, every boss, everybody. Donc en gros, pour résumer, il dit qu'il s'est retrouvé à Paris avec $40 en poche et que s'il y était, c'est parce qu'il se disait que ce qu'il allait rencontrer pouvait pas être pire que ce qu'il avait vécu aux États-Unis. Et donc il répond que, en gros, c'est pas facile de taper à la machine à écrire quand on a l'impression qu'on va se faire tirer dans le dos. Dès qu'on tourne le dos, ouais. Dès qu'on tourne le dos, et que si ces années à Paris lui ont apporté une seule chose, c'est bien la preuve qu'il n'était pas paranoïaque et qu'il avait affaire avec un vrai danger social à chaque fois qu'il voit le visage d'un flic, d'un patron ou de n'importe qui. Ce danger social dont il parle, c'est bien expliqué dans un essai qui s'appelle La prochaine fois le feu, et dont on parle beaucoup, tu le disais François, dans le documentaire de Raoul Peck de 2017, I Am Not Your Negro, qui a fait un peu de James Baldwin le champion de la social justice, la personne justement qu'il faut citer. Et dans ce film de 2019, donc si Beale Street pouvait parler, la condition noire est évidemment traitée en toile de fond, mais le film, comme le livre, reste avant tout une histoire d'amour entre des personnages piégés qui restent dignes.
Fonny se retrouve en prison parce qu'un flic raciste l'a à l'œil. La question que Baldwin pose, c'est comment naviguer dans une société qui vous voit déjà comme coupable, qui vous a déjà assigné un rôle. Et donc, la semaine dernière, j'ai eu la chance de rencontrer Stephan James et Kiki Lane. Kevin VIP. C'est ça. Kevin VIP. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer les deux acteurs qui jouent donc respectivement Fonny et Tish, et je leur ai posé quelques questions. J'ai demandé à Stephan James ce qu'il trouvait de contemporain dans Beale Street, qui est un film qui se passe dans les années 70, et il m'a répondu ça. Issues of false imprisonment, mass incarceration, police brutality that are front page news today. We didn't have to look to the 1970s for examples of these characters. I think that these experiences, the experience of Tish and Fonny and what their family is experiencing in the 1970s is an experience that is, resonates with so many people today in 2018. So, for me, it just struck me as an opportunity to shed light on a story that certainly doesn't have enough of it, to speak life into these characters who are very representative of real people in real situations. Je l'ai trouvé incroyable dans le film. Ouais. Je l'ai trouvé super... Stéphane, alors je reviens sur ce que tu dis. D'abord, je résume ce qu'il a dit. En gros, pas besoin de retourner aux années 70 pour trouver des exemples d'injustice quand ces injustices sont à la une des journaux aujourd'hui. Et pour lui, le film, c'était l'occasion de donner la parole à des personnages qui représentent des expériences réelles. Et pour revenir à ses performances, donc il a joué Jesse Owens dans Race, le film donc sur ce jeune sportif nord-américain qui représente les États-Unis dans les Jeux Olympiques en 1930 en Allemagne nazie. Avec Hitler qui assiste. Avec Hitler qui refuse de lui serrer la main alors qu'il gagne la médaille d'or. Il a joué aussi dans Selma, il joue un jeune militant de l'époque, John Lewis. Et puis là, il a joué aussi dans Homecoming, la série avec Julia Roberts, qui passe sur Amazon et qui est l'adaptation d'un podcast. Et c'est une histoire de fou. Enfin, c'est vraiment très très bien. Le mec ne fait que des rôles ultra légers et comiques, c'est ça. Je lui ai demandé s'il était un acteur politique, il m'a dit pas du tout. Absolument pas. Je suis juste un acteur qui prend des bons rôles. Et en fait, oui, c'est le casting est parfait pour du Baldwin. Moi, j'ai une petite anecdote sur donc l'actrice, celle qui joue Tish. J'ai oublié son nom. C'est Kiki Lane. Voilà. Il y a eu un petit article qui a circulé qui m'a beaucoup fait rire, qui disait que toute sa team était en train de faire du lobbying pour qu'elle ait le rôle de Storm dans le prochain X-Men, parce qu'il y a un peu une polémique autour de Storm qui dans les comics est un personnage, est une femme noire foncée, et qui à l'écran a toujours été incarnée par des femmes super claires, donc Halle Berry, et là maintenant c'est Alexandra Shipp qui est une fille métisse, et donc le fandom est en train de dire ce serait bien qu'on ait une femme noire et tout, et apparemment il y a un truc qui se prépare à tel point qu'Alexandra Shipp sur Twitter a dit non mais c'est pas parce qu'on n'a pas la même couleur que... Enfin en gros elle défendait son rôle en disant mais je joue bien Storm. Donc voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Moi j'ai une autre anecdote sur Kiki Lane. Tu sais qu'elle a été vue il y a 2 jours au festival Sundance en train de flirter avec Michael B. Jordan. Oui, j'ai vu. Parce que le même c'est que Michael B. Jordan il sort jamais avec des femmes noires. Oui, en plus. Donc du coup Twitter était... Grave, j'ai lu un article qui était titré « Pourquoi Kiki Lane ?» C'était juste un panorama, une galerie de 19 photos de Kiki Lane qui montre que Kiki Lane est jolie en gros. Mais l'article était titré « Pourquoi Kiki Lane pourrait être celle qui ramène Michael B. Jordan à la maison ?» Ramenez Michael à la maison. Bref. Tout ça pour dire que James Baldwin est radical dans la déconstruction des clichés sur les Noirs. Évidemment, il y a toutes ces questions de besoin de se sentir représenté. Baldwin avait un rapport compliqué avec Hollywood. Donc déjà parce que la machine hollywoodienne, l'appareil en fait, l'industrie culturelle le dégoûtait, l'image qu'elle renvoie vraiment l'insupportait. Il parle beaucoup de Gary Cooper, des cow-boys et des Indiens. Il a aussi eu une expérience entre la fin des années 60 et le début des années 70 où il voulait réaliser un film sur Malcolm X et en fait ça s'est mal passé, il a lâché l'affaire. Donc du coup, cette adaptation, ce n'est que justice. On peut rappeler qu'on a eu plein de Gatsby le Magnifique, on a eu des adaptations de, je sais pas, plein Stephen King, plein d'auteurs blancs américains, et que ce type de livre aussi, ça apporte quelque chose de différent. Donc, Barry Jenkins, il disait qu'il a hâte du jour où il entendra « on en a marre de toutes ces adaptations des romans de James Baldwin ». On n'y est pas encore, mais il a hâte et il dira que c'est un beau jour où il en aura fait 5. Ouais, c'est ça. Kiki Lane, justement, on parlait d'elle, c'est son premier rôle en fait au cinéma, elle vient du théâtre. Je lui ai demandé si c'était
si c'était Baldwin ou Barry Jenkins qui l'avait intéressé, qui l'avait attiré vers le cinéma. Elle m'a répondu ça. I mean Baldwin and Barry Jenkins. And then once I actually, read the script and read the book, I have not seen a story between, two young black soulmates like this. And it was just so special. I had to fight for it. Donc elle dit qu'après avoir vu le livre, elle s'est dit qu'elle n'avait jamais lu une histoire aussi belle entre deux jeunes âmes sœurs noires et elle s'est battue pour le rôle. Et elle a dit aussi It's the truth, the way that he speaks about these experiences. He doesn't hold back. He lets you know how it is and isn't afraid to look you in your eye and tell you this is what is happening, this is what people are experiencing, and you're not going to dismiss that. Donc en gros, elle ajoute que le côté, la touche de Baldwin, c'est la vérité en fait. Il te dit la vérité, te regarde droit dans les yeux et ne te laisse pas le droit de nier cette vérité. Moi je voulais Donc, dire voilà. que c'était quelque chose qui m'avait vraiment frappé dans le film, c'est que c'est très stylisé, c'est très bien filmé, c'est très bien. La lumière est magnifique, les acteurs sont vraiment bien éclairés, c'est les scènes de tout sexe. est beau, mais c'est vrai. Ouais. C'est pas stylisé juste pour faire beau comme dans une pub, quoi. C'est beau parce que ça te montre les sentiments en fait que les personnages ressentent et à côté de ça, il y a vraiment ce côté histoire d'amour, mais tu sens la vérité, tu sens le cœur en fait de l'histoire et moi j'étais vachement touchée. Barry Jenkins a beaucoup travaillé justement sur la scène de sexe parce qu'il voulait aussi avoir le point de vue d'une femme, pas avoir que le regard masculin sur l'acte. Et ça tombe bien parce que Baldwin, c'est aussi l'auteur de La sensualité. Depuis quelques semaines, donc autopromo, je prépare une nouvelle balade sur Baldwin à Paris et je viens de finir un livre qui s'appelle La chambre de Giovanni qui se passe à Paris. Et Barry Jenkins récemment dans un podcast qui s'appelle Keep It, il disait que même si il aime Beale Street, son premier choix d'adaptation de Baldwin, c'était La chambre de Giovanni. De quoi ça parle? En fait, La chambre de Giovanni, c'est un livre qui a été mal reçu parce que ça traite en partie, pas seulement, mais en partie d'homosexualité. Et ça n'a pas toujours été accepté dans la communauté. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des Black Panthers. Un des fondateurs des Black Panthers, Eldridge Cleaver, à propos de Baldwin et de son homosexualité, il disait que c'était une maladie, tout simplement. Il a décrit Baldwin comme un noir qui s'auto-déteste, self-hating black man, en raison de son intérêt pour des modèles littéraires blancs. Quoi, t'as lu du Hemingway et tu aimes Henry James? Tu es un traître, tu vois, un peu cette radicalité-là. Et pourquoi tant de haine? En fait, l'histoire se passe dans le Paris de l'après-guerre et David, un jeune Américain, tombe amoureux de Giovanni alors que sa fiancée est en vacances en Espagne. Le livre est publié en 1956 et on va lui reprocher deux choses. Du côté de ses éditeurs, on va lui dire qu'en gros, il est un écrivain noir et que il faut qu'il écrive sur les noirs. Il faut qu'il écrive sur les noirs. Et du côté de la communauté noire, c'est pas tant le côté homosexuel, c'est une chose, un détail qui est important, tous les personnages sont blancs dans La chambre de Giovanni. Et donc Baldwin, qui écrit son deuxième roman alors jusqu'avant il avait écrit des choses avec des personnages noirs qui parlent d'histoire noire, on lui a dit en fait tu nous parles plus à nous. Et c'est bien plus tard que ce livre est devenu un classique de la littérature LGBT. Ouais, en faisant des recherches sur La chambre de Giovanni, j'ai vu qu'il y avait Yara Shahidi, vous savez, l'actrice de Blackish et de Grownish, qui est une immense fan de Baldwin. Elle disait dans une interview à Teen Vogue, si je me souviens bien, que ce qu'elle aimait dans ce livre, qui est un de ses livres de chevet, c'est que c'est un livre qui parle à la fois d'embrasser ses échecs en tant que personne humaine, mais aussi d'accepter chaque facette de son être, et que pour elle c'est un livre auquel elle revient très régulièrement dès qu'elle a un coup dur, dès qu'elle est un peu dans le creux de la vague, et qui lui donne la force de continuer. Sur Twitter, la profile pic de Yara Shahidi, c'est littéralement une photo de James Baldwin, ouais. Et je trouve aussi que c'est ça qui le rend peut-être aussi moderne aujourd'hui, Baldwin. C'est que il est récupéré par notre génération, en fait. Il est récupéré par notre génération, il est cité par notre génération, et puis en fait c'était un peu l'intersectionnalité avant même que le terme soit à la mode, parce que comme c'est un auteur qui se place à l'intersection de la classe, c'est une sorte de transfuge de classe, Baldwin. Bien sûr. C'est à l'intersection de la classe, de la race, et puis du genre et de la sexualité. Il a commencé à brasser tous ces thèmes-là en même temps et de manière très explicite, très frontale, avant beaucoup de monde.
Et aujourd'hui, la pop culture, c'est quoi? Quand vous regardez Netflix, quand vous regardez tous les débats dont on parle dans le chip, c'est la question d'identité. C'est comment faire pour faire une série féministe, intersectionnelle. Comment représenter les gens. Comment représenter les gens, etc. Quand je regarde une série comme Sex Education, ouais, tu sais, j'ai regardé les premiers épisodes. Ouais. C'est coolos. Franchement, j'ai tout maté. Pas encore commencé, moi. Ouais, c'est coolos. C'est une série qui parle de masculinité non toxique, de consentement, de choses comme ça. Voilà, je vais pas faire un lien direct entre Baldwin et Sex Education parce que ce serait un peu tiré par les cheveux. Oh, t'inquiète, j'ai quelques exemples vers là. Plus tard, vous verrez. Mais c'est clair que les thématiques qui traitaient à l'époque, en fait, sont des thématiques maintenant sont centrales pour nous. Ouais, c'est ça, il est très. Pour nous, c'est important, quoi. Baldwin, c'est la wokeness, c'est très wokeness, quoi. Oui, et en même temps, il y a des disputes aussi entre les gens qui se l'approprient. Il y a des gens qui, par exemple, ne voient pas du tout Baldwin comme un écrivain noir, mais qui disent bon, ben alors, la question LGBT, c'est la première chose. Enfin, c'est la particularité. Il parle quand même beaucoup du fait d'être noir. Évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que comme il a écrit sur beaucoup de choses et de façon super efficace, et qu'il sort en fait dans les premiers, c'est-à-dire que quand on parle de classiques des années 50 de littérature LGBT, Baldwin il sort pas comme écrivain noir, il sort comme écrivain LGBT. Donc oui, tu parlais d'intersectionnalité, François, même si dans les années 50, Baldwin il galère quand même à parler des deux en même temps. Il le dit. Bah, la chambre de Giovanni, c'était aussi pour ça. Peut-être qu'il avait pas envie de se manger dans un même livre à la fois la question noire et la question. C'est exactement ça. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire le Negro Problem en même temps. Mais est-ce que ça veut dire que La Chambre de Giovanni n'est pas un classique de la littérature noire? Selon Samuel Legitimus, président du collectif Baldwin, qui fait un travail énorme de promotion depuis les années 90 sur Baldwin, il répond que oui, en fait, c'est pas parce que Baldwin, c'est pas parce que les personnages sont blancs que c'est pas une œuvre noire, parce que l'auteur est noir. Et donc Barry Jenkins, qui adapterait Baldwin, moi je réponds carrément oui. Lui, lorsqu'on lui demande est-ce que adapter La Chambre de Giovanni, vous garderiez les personnages, donc les acteurs blancs, il répond évidemment qu'il respecterait la volonté de l'auteur. Il ferait pas de blackwashing. Il ferait pas de blackwashing, même si un casting noir, ça pourrait être cool. C'est tentant, mais voilà, j'espère qu'il pourra peut-être faire le premier film noir avec un casting entièrement blanc. C'est peut-être ça le futur, je sais pas. J'ai pas encore complètement pris de décision sur ça. Bref, il y a plein de choses à l'infini à voir entre Baldwin et la pop actuelle. Par exemple, on vous mettra un lien d'un article de blog sur comment Frank Ocean se réclame de La Chambre de Giovanni avec citation à l'appui. C'est assez bluffant. Un truc qui me plaît bien chez Baldwin, moi, c'est la question de l'humanité et de l'empathie. Alors j'ai pas encore eu le plaisir de lire Baldwin, mais j'ai vu Beale Street et j'ai lu quelques articles de Baldwin, et puis j'ai vu aussi évidemment I Am Your Negro de Raoul Peck. Et ce que j'aime, c'est qu'il met toujours avant tout la question humaine en avant. Je sais pas si je suis bien clair, mais quand on regarde Beale Street par exemple, le film, il s'agit pas d'un film politique en soi, il ne s'agit pas d'un film à thèse, c'est d'abord une histoire d'amour, une histoire humaine qui se passe dans un contexte politique dont finalement c'est à la personne qui regarde le film de tirer les conclusions d'analyse. Et je trouve ça super important parce que la question des identités, le but de tous ces débats sur la race, le genre, etc., c'est de s'en détacher en fait. C'est qu'à terme, cette question ne soit plus une question. Et je trouve que Baldwin, il met toujours en avant tout des humains en fait et des sensibilités, avant de mettre des noirs, des femmes, des queers en avant. Et là-dedans, en ça, il m'a beaucoup rappelé une commentatrice culturelle que j'ai déjà citée dans le chip une fois, qui s'appelle Aisha Akanbi, qui est britannique, et qui cite aussi Baldwin comme une de ses premières références. Bon, évidemment, c'est une femme queer, donc forcément, elle se reconnaît dans la question queer abordée par Baldwin, mais elle aussi, elle met toujours en avant cette question de l'empathie qui est plus importante finalement que les étiquettes et les bords politiques. Que même les lois, que les théories. Et que même les lois. Ouais. Et puis, pour conclure, en fait, j'ai une citation, enfin j'ai plutôt... je reprends. Pour conclure, lisez du Baldwin, mais c'est pas moi qui vous le dis, c'est Stephen James. Why should you read James Baldwin? Because he's like the biggest literary giant, period, ever. He's somebody who is so poetic. He's somebody who describes love in a way that, few writers have ever been able to describe it, all while seemingly just having important messages throughout, every one of his novels. So read James Baldwin because,
the language of James Baldwin, the power of his storytelling is it's shifting. It shifts the world, and it certainly, was the biggest reason that we made this film was because of his words. Il dit que c'est cool. Il dit que c'est iconique. Donc voilà, c'est tout pour moi. Allez voir Beale Street. Ouais. C'est vraiment super. C'est une dinguerie. Et c'est vraiment un scandale que Bohemian Rhapsody ait piqué la place de Beale Street aux Oscars. Je m'en remettrai jamais. On va pas faire des bifs chaque année entre les films. Si. On arrête. Beale Street, vous avez parlé. Non, Beale Streetzer. Beale Streetzer. Vous connaissez la citation de James Baldwin, To be a Negro in this country and to be relatively conscious is to be in a rage almost all of the time. Voilà. Oui, je pense que je l'ai déjà vu. Oui. Eh ben, je ne sais pas si vous savez, mais elle a aussi été attribuée à Ariana Grande. Wow. J'ai vu passer un tweet. Donc, Ariana Grande, en ce moment, la polémique gonfle pas mal autour d'elle, de cette chanteuse américaine. Donc, comme tout n'est pas clair dans cette histoire, je vous propose un peu de mener une petite enquête. S'il y a une chose qui est claire, en tout cas, c'est Ariana Grande. Sur l'appropriation culturelle et l'image en fait d'Ariana Grande en 2019. Alors, vous la connaissez sûrement quand même, parce que c'est une chanteuse américaine à succès, à forte voix, et vous la connaissez sûrement et notamment pour son tube de l'année dernière, Thank You Next. Donc, Thank You Next, qui a été son premier numéro 1 au Billboard, donc vraiment un gros succès pour elle. Gros succès aussi dans la playlist de Kevin, j'ai envie de dire. Touché. Non, mais voilà. Alors oui, la polémique qui couve autour d'Ariana Grande depuis plusieurs années, en fait, s'est enflammée lors de la sortie de son nouveau single, la chanson un peu simili-trap, Seven Rings. Stop watching, my neck is fuzzy, make big deposits, my gloss is popping, you like my hair. Donc là, vraiment, avec ce son, on peut se demander, est-ce que l'image d'Ariana Grande relève de l'appropriation culturelle ? Là, on peut vraiment se poser la question. Jusqu'ici, on avait des petits indices par-ci, par-là. C'est quoi les indices, genre Je vais en parler. Ouais. Dans une moindre mesure que l'appropriation culturelle, la question, c'est est-ce qu'elle a ripé des chanteurs ? Est-ce qu'elle a volé, en fait, la musique de rappeurs noirs ? Seven Rings, c'est le deuxième numéro 1 d'Ariana Grande aux US après Thank You Next, donc aussi un gros succès. Ce qui forcément ne fait pas que des heureux. La première plainte a émané de la chanteuse Princesse Nokia, qui a tweeté ça vous semble pas familier ? Parce que moi, ça me semble très familier cette chanson. Est-ce que ce serait pas la petite chanson que j'ai fait sur les femmes de couleur et leurs cheveux ? Sounds about white. Donc, voilà. La chanteuse considère que les paroles I see it, I want it, I got it sont trop proches des paroles de sa propre chanson qui s'appelle Mine. It's mine, I bought it. 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 Voilà. Ouais, donc, c'est le flow aussi. Donc, tu vois, c'est une question de flow, une question de parole. Alors, Princesse Nokia, pour le coup, elle a dû effacer son tweet sous les insultes. Entre autres, on l'a appelée Duchesse Motorola. Parce que c'est ce qui m'a un peu fait rire. Non, mais Twitter, c'est le Far West. Attention. Et du coup, on lui a dit aussi qu'elle-même, elle avait des accusations de plagiat parce qu'elle aurait elle-même effectué des emprunts dans sa carrière. Ça n'a rien à voir. Le producteur de Mine accuse Princesse Nokia de ne pas l'avoir payé, de lui avoir volé la prod de Mine, tu vois. Donc, ok, c'est peut-être vrai, mais c'est pas l'approprié. La gueule n'a pas plagié Mine, donc, voilà. quoi. Mais du coup, elle est arrivée et elle s'est fait attaquer sur le côté. Elle est repartie aussi vite, quoi. Il y a également eu le rappeur 2 Chainz qui a, lui, accusé Ariana Grande d'avoir copié l'esthétique de sa trap house rose pour le clip de Seven Rings. Ça, c'est évident. Voilà. Lui, il avait créé cette maison-là pour une association, pour une œuvre de charité. Ouais. Ensuite, c'est Soulja Boy qui a reproché également à Ariana Grande de lui avoir piqué son flow. Donc voilà, ça fait déjà 3, on va dire, artistes quand même proéminents qui s'attaquent à Ariana Grande. Donc la question, c'est est-ce que les rappeurs déjà ne s'empruntent pas entre eux des choses
des flows, des trucs comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Beaucoup, Oui, bien sûr. C'est Ouais. évident. Ouais, les flows sont viraux maintenant. Ouais. Hein. C'est comme ça qu'un. Quand 6ix9ine il est arrivé, après tout le monde faisait comme lui. Ouais, c'est comme ça qu'un personnage comme Drake a commencé aussi à prospérer. Donc ouais, la question des flows. C'est pour ça que avant qu'on commence l'émission, quand on parlait du sujet, je te disais, mais par contre, Soulja Boy, get the fuck out of here, quoi. Il a rien inventé du tout. Pretty Boy Swag, c'est le morceau que Soulja Boy dit qui a été plagié par Ariana Grande. Oui, d'accord, il y a une ressemblance dans la cadence, mais en fait, Pretty Boy Swag, c'est la même cadence que tous les morceaux de la trap depuis les débuts des années 2010, en mode non, tu vois. Donc franchement, Soulja Boy, il fait juste ça pour le clout. Ouais. Dismissed, quoi. Ouais, par contre, 2 Chainz et la trap House Rose, putain, ça c'est vachement vrai. Et puis Princess Nokia, c'est chaud, quoi. Ouais. C'est chaud. La meuf, elle parle de cheveux, tu sais. Ce qui est surtout, c'est la réaction, en fait. C'est les personnes, les artistes noirs qui disent en fait, est-ce qu'on nous aurait pas piqué le truc? Et la réaction, c'est mais non, mais dégage, t'es un hater. Donc c'est assez. On peut se poser la question de pourquoi. Et du coup, on va revenir justement sur les scandales d'Ariana Grande, parce que depuis qu'elle a commencé à être vraiment connue, donc moi je situe ça à peu près en 2014, c'est quand même une artiste qui a eu une grosse part de scandales. Donc on se souvient notamment du Donut Gate, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Elle avait été prise en flagrant délit en vidéo dans une boutique le soir, une boutique de donuts. Elle était avec son entourage et en fait ils commandaient des donuts et pendant que les gens étaient en cuisine, ils léchaient les autres donuts et ils étaient tous défoncés très probablement. Et elle a dit I hate America and I hate sugar. Enfin, et ça avait fait un scandale à cette époque-là. C'est fun aussi. Bon après il y a quand même des risques, on va dire sanitaires autour de ça. Oui, bien sûr. Mais voilà, elle s'était fait vraiment défoncer par l'opinion publique. Vous avez vu la vidéo virale du mec qui lèche une sonnette pendant 3 heures? Pourquoi tu me parles de ça? Sur Loopsider, allez-y. Autopromo. C'est toi qui as fait le sujet ou Même pas. Mais du coup, oui, à l'époque, on s'en rappelle pas, mais à l'époque, ça avait vraiment failli lui coûter sa carrière. Je me rappelle d'un sondage qui disait que les 2 personnes les plus détestées des États-Unis, c'était Ariana Grande et Bill Cosby. Les mecs qui mettent la meuf sur le même plan que Bill Cosby. C'était chaud. Mais Twitter, calmez-vous. Hein. Calmez-vous. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la propriété culturelle. Ça, non, mais c'est pour dire que déjà, c'était quelqu'un qui avait des scandales. J'ai passé plus de temps sur ça parce que vous posiez la question. Mais j'enchaîne. Du coup, maintenant, les choses ont bien changé pour elle. Aujourd'hui, Ariana Grande, elle bénéficie vraiment de la bonne volonté du grand public. Elle a une très forte fanbase, notamment noire et latino. Et en 2017, on va rappeler vite fait les éléments. En 2017, elle donne un concert à Manchester lors de son Dangerous Woman Tour. Et il y a un homme qui arrive, qui déclenche une ceinture d'explosifs et qui fait 23 morts et 116 blessés au moment de son concert. Du coup, Ariana donne quelques mois plus tard le Manchester One Love concert qui reverse 23 millions de bénéfices à différentes associations, en fait, pour l'aide aux victimes. Et derrière, elle est soignée pour syndrome post-traumatique et dépression. Donc à l'issue de ça. Donc ça déjà très très gros, on va dire, c'est un peu cynique, mais en termes de PR, ça l'a beaucoup aidé quoi. Et voilà. En 2018, son ex-petit ami rappeur Mac Miller décède d'une overdose. Voilà. Et elle lui rend hommage plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, il y a une espèce de petit backlash qui se monte contre elle en disant mais oui, mais c'est ta faute, tu l'as pas sauvée, tu l'as pas aidée. Et là, elle publie une espèce de lettre ouverte où elle dit elle répond à ses détracteurs qui essayent de lui mettre le dos sur le dos, la responsabilité de la mort de Mac, et dit que c'est pas parce que on est la femme de quelqu'un qu'il faut qu'on le sauve. Enfin voilà. Et là, pareil, le grand public et le monde de la musique en fait se rangent vraiment derrière elle et la soutiennent complètement, ce qui pour moi a raison. Donc voilà, en fait, ces 2 événements-là ont vraiment solidifié le fait qu'Ariana Grande, elle est soutenue par vraiment la communauté musicale et par ses fans. Pour le contexte. Maintenant, on peut s'aventurer un peu plus dans l'aspect racial de tout ça. Donc, numéro 1, Ariana Grande n'est pas latina, contrairement à ce que la plupart des gens croient, en fait. Elle a des origines italiennes par ses parents, mais elle est blanche. Et alors, elle n'a pas des origines grecques aussi? Grec, pas dans mes recherches. Peut-être qu'elle a des membres de sa famille qui ont des origines. Mais en tout cas, vraiment, le pur produit, c'est l'Italie. Donc, mais elle est blanche. Et elle le dit elle-même, elle se revendique comme une femme blanche. Mais, à côté de ça, elle entretient l'ambiguïté. Et de manière assez... elle le fait sciemment. Ce qui, du coup, rajoute au backlash qui est en train de gonfler contre elle.
Elle le fait comment c'est du nigger fishing. J'allais te demander comment on avait parlé avec Claire. Il y a du nigger fishing, effectivement. Elle s'est beaucoup foncé la peau depuis le début de sa carrière. Vous tapez dans Google Images Ariana Grande Before et vous allez tomber sur des avant-après, donc 2013-2018, et la différence est flagrante. C'est-à-dire qu'elle prend 4 teintes de couleur de peau à 5 ans d'écart, quoi. Quand elle était plus jeune, elle ressemblait un peu à une starlet Disney, à la Selena Gomez, quoi. Elle a commencé à Disney, sauf que du coup Selena est latina, mais elle a commencé à Disney et c'était vraiment une béquille, quoi. Quand elle était à Disney, elle parlait comme une petite jeune. Elle se teignait les cheveux en rouge parce que c'était une demande de la production, mais c'était vraiment une femme blanche, quoi, très claire de peau même. Elle a un côté un peu sassy, un peu ambigu. Et du coup, alors. L'excuse, c'est mais les Italiens, ils sont plus foncés. Peut-être que les Italiens bronzent facilement, parce que c'est l'excuse de ses fans. Oui, mais elle est italienne, tu comprends, elle prend le soleil, c'est normal, elle soit bronzée. Mais on peut se rappeler qu'Ariana Grande, elle était presque aussi foncée de peau que Nicki Minaj lors de la promo de leur chanson Side to Side, quoi. Elles sont côte à côte, et il y a genre une teinte de différence. Donc il y a vraiment, elle brunit chaque année, quoi. Donc il y a vraiment quelque chose qui relève de la brown face. La brown face, c'est vraiment à l'aide de maquillage. Alors elle, c'est vraiment sur tout le corps. Elle se met en fait du make-up, quoi, de l'auto-bronzant, Comme Ross dans Friends quand il sait pas compter de Mississippi. Voilà, c'est exactement ça. Bon, après il y a aussi les opérations cosmétiques, mais ça c'est standard dans le show business, hein. Dès que tu commences ta carrière, tu te fais refaire le nez, tu te fais relever les sourcils, donc le rehaussement de sourcils pour ouvrir le regard, et dans son cas aussi les lèvres. Beaucoup. Et les dents. Au début de sa carrière, elle avait un sourire un peu tordu, et là maintenant, elle a vraiment un sourire parfait et des lèvres beaucoup plus. Toutes les stars, pas spécialement. Beaucoup plus. Mais le cas le plus extrême, c'est Kylie Jenner. Mais c'est vraiment ce côté. J'avais des lèvres fines et maintenant j'ai une bouche. Ce que je veux dire, c'est qu'elle a pas. Enfin, le fait de se faire refaire le nez, par exemple, tu vois, c'est pas ça qui fait mais ça ajoute à son côté un peu ethniquement ambigu. Ah bah c'est sûr qu'elle a plus de race après. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'aspect physique qui pose déjà les choses. Ensuite, il y a eu cette fois où elle a fait une blague lors d'une remise de prix en disant merci d'être venue à ma quinceañera. Donc c'est la fête des 15 ans. I just wanted to say thank you guys so much for coming to my quinceañera. It means so much that you guys are here today. It means so much. I appreciate it. You all coming out. Donc on entend les gens qui rigolent derrière, voilà, parce que les gens en fait comprennent, mais parce que ils comprennent qu'on prend souvent Ariana Grande pour une latina, mais qu'elle n'est pas latina. La c'est vraiment quelque chose des pays latins en fait. Et donc elle en joue, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est qu'elle est jamais. Des fois, elle fait des blagues. Les gens qui savent pas se disent bah oui, c'est normal, elle est latina alors qu'elle ne l'est pas. Donc voilà. Il y a eu aussi cette autre fois qui est très récente où elle a reposté une blague sur Instagram Stories qui parlait de Seven Rings et qui disait les femmes blanches qui parlent de leur perruque, c'est comme ça qu'on va résoudre le racisme. Donc très clairement c'est une vanne, hein, on le sait. Mais comme elle l'a posté, les gens l'ont pris au sérieux et ont dit attends mais tu fais une blague sur ça alors que déjà tu as des accusations on va dire d'appropriation culturelle. Et donc elle a effacé ce post et elle s'est excusée dans les commentaires de The Shade Room. En disant, je pense que l'intention de la personne était de célébrer le fait qu'une personne blanche disassocie le stéréotype négatif accolé au mot perruque, weave. Mais je suis désolée si ma réponse était malvenue. Donc en fait, elle est toujours dans cette personnalité love and light, damage control. Je suis désolée si j'ai fait quelque chose de pas bien. Toutes les pop stars, quoi. Oh non, pas toutes les pop stars. Il y en a qui mettent des gros et qui disent non, Kanye West. C'est toi qui comprends pas. Kevin Hart, c'est vous qui comprenez pas ma blague. Les pop stars de style Ariana Grande, genre Taylor Swift, j'en sais rien. Moi, c'est qui les meufs dans le genre Katy Perry, tu vois. C'est les deux proéminentes. Voilà quoi. C'est Ariana Grande et Taylor Swift. Ouais. Et puis, il y a le Black Scent. Beaucoup de montages sur Internet retracent l'évolution de la manière de parler d'Ariana Grande. Well, I know this sounds kind of elle est blanche. boring, I guess, but I'm a very good girl. I've like to stay at home and read. Bitch, that's my cookie. Là, elle est noire. It's my juice, okay? Carry on. Thank you, next. That's what this baby picture. Voilà, donc il y a vraiment cette évolution aussi dans le langage.
au début de sa carrière et au milieu de sa carrière où elle est un peu très oh bonjour, je m'appelle Becky, je suis innocente, et maintenant c'est yo bitch, thank you next. Je suis complètement d'accord. C'est la démonstration est vraie, mais j'ai vraiment l'impression que tu prends la même chose et que tu fais ça avec Miley Cyrus, avec Britney Spears. Je vais en parler. Commencer à être blanche. Tu commences blanche et puis après tu vas passes voir, par le voilà, noir. tu vas vers le noir et ensuite tu élargis ton truc. Ouais. C'est en fait c'est la suite de ce que je veux expliquer, c'est que je voulais juste dire que Patti LaBelle a notamment appelé Ariana a little white black girl. Ouais, j'ai vu, elle était par terre, littéralement par terre, elle a grandi. Voilà. Elle était dead. Mais effectivement, en fait, sur l'aspect musical, plus précisément, la métamorphose qui va de Becky à Bequinta, je sais pas, j'ai cherché un nom. De la blancheur à la black attitude, c'est un marronnier en fait dans la carrière des filles qui font de la pop aux États-Unis, parce que en fait ça a du sens. On le répète souvent dans le Cheap, que le fait que la black culture c'est devenu la pop culture maintenant. Du coup en 2019, si tu veux avoir un succès mainstream, tu reprends les codes de la culture noire au final, et de manière tout à fait évidente. Le seul défaut d'Ariana Grande, finalement, avec son clip Seven Rings, c'est de s'être fait prendre la main dans le sac. Quand il pense, tu vois, comme tu dis, pour une pop star blanche, aujourd'hui, le standard, en fait, le nouveau standard du cool, c'est la black culture. C'est de se rapprocher des artistes hip-hop, de se rapprocher de la scène R&B, tout ça. Donc ça, bon, ok, elle le fait, tout le monde le fait. Mais ouais, je pense qu'il y a aussi la question de le faire plus ou moins bien. C'est ce que je dis, c'est que le problème d'Ariana Grande avec Seven Rings, c'est qu'elle le fait de manière beaucoup trop grossière, pas assez subtile. La Trap House Rose, l'album de 2 Chainz, il est sorti l'an dernier, je crois, ou il y a 1 an et demi, vraiment. Et le truc, c'est vraiment grillé comme le nez au milieu de la figure. Dans le clip, en plus dans le clip, elle est que avec, tu sais, des femmes noires qui dansent et qui twerk et tout, tu sais, en mode les femmes noires accessoirisées, tu vois, le truc qu'on commençait un peu en 2010 à dire c'est pas un peu chaud de faire ça, tu vois. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde est au courant que c'est chaud de faire ça. Elle le fait tranquille. Ouais. Elle a les espèces de bottes montantes, je crois. Les cuissardes. Les cuissardes, etc. Enfin, tout son style, tout le clip, franchement, c'est méga grillé, quoi. C'est genre, elle a une très mauvaise équipe. Elle a une mauvaise équipe créative, en fait, je pense. Elle a une mauvaise équipe créative. Si je peux dire quelque chose, j'ai pas trop d'avis sur la vie d'Ariana Grande, sur ce qu'elle dit, sur ce qu'elle tweet. Je reçois la musique qu'elle fait un petit peu le bout de la comète parce que je suis pas le public, et je trouve que justement sa transition du point de vue juste de la musique, purement de la musique, la transition vers la blackness a été mieux gérée que ce qu'a fait par exemple Katy Perry ou Taylor Swift. Je trouve que par exemple Taylor Swift, elle a fait de la musique noire. Elle a essayé de faire des featuring, des machins, des trucs avec des prods, des avec trucs Kendrick comme ça, là. c'est super. Avec Kendrick. Quand c'est Taylor Swift et Katy Perry qui le font, on dirait vraiment une sortie route en mode. C'est vraiment super rentré, malaisant. et puis tu sais, après elles reviennent sur les rails, tu vois, genre par exemple Miley Cyrus qui fait son album ultra j'allais ratchet, en parler de Miley et puis Cyrus, qui revient en mode country girl, en mode meuf, on t'a vu retourner ta veste là, Arturo Brachetti. Genre le son de Katy Perry avec Juicy J là, Dark Horse là. Do you wanna play with magic? Putain, c'était compliqué, hein. C'était un peu de la merde, quoi. Franchement, j'ai des potes qui l'adorent, donc je vais pas dire trop, mais c'est un peu de la merde. C'est vrai qu'Ariana Grande, c'est mieux géré. Ouais, c'est mieux géré. Alors après, les trucs de représentation, de machin, de skate week, ça reste j'ai pas suivi. l'appropriation. Enfin, musicalement, ça reste de l'appropriation culturelle, mais c'est pas mal fait. En fait, c'est ça. Moi, je trouve que plus généralement, au cours de leur carrière, les chanteuses blanches, elles passent d'une féminité blanche aux atours d'une féminité noire, comme on le fait avec un costume, en fait. Comme on dit, hein, c'est un moment, bon, je me réveille et je dis à mes prods, bon, ça y est, maintenant, je veux être un peu plus ghetto, quoi. Miley Cyrus en 2013 avec son album Bangers, qui en fait la révèle se mettre à twerker avec des femmes noires derrière elle et faire du hip-hop avant, comme tu disais, de revenir à une image de chanteuse country et en désavouant le hip-hop comme un genre misogyne, inacceptable. Donc voilà, elle a retourné la veste et puis après elle a mis le feu à la veste. Comment ça s'appelle Justin Timberlake, il l'a fait avec Man on the... Il l'a pas totalement désavoué parce qu'il a quand même continué à être produit par Timbo et Pharrell, tout ça. Sauf qu'en plus, il a fait un flop avec son dernier album. Ouais, mais parce qu'il est merdique. Mais ouais, en termes d'image, c'est pareil. Tu vois, il arrive avec un truc sur Man of the Woods. Ouais, mais vous savez, moi, je suis de Memphis, Tennessee, donc je suis un mec un peu... J'ai été aidé par le...
un homme des la États-Unis. country, le blues, tout ça, le mec chemise, lumberjack, tu sais, à carreaux, tout ça. Ok, mec, on t'a vu, hein. Et puis en plus, je pense que maintenant, les gens se rendent compte que Timberlake, non seulement il a profité de la culture noire, mais en fait, les gens se rendent compte de ce qu'il a fait à Janet Jackson et que c'est cool. Quoi. Exactement, double standard. Ouais. Post Malone aussi, à un moment, il a commencé à dire ouais, mais en fait, si vous voulez vraiment écouter de la musique profonde ou avec un vrai propos, écoutez pas de hip-hop, les mecs. Le gars a commencé littéralement sa carrière, a commencé à appeler White Iverson. Franchement, c'est chaud. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'ils le font tous. Mais du coup, c'est quoi les conséquences en fait de ça? Alors, j'y viens aussi. Je voulais juste d'abord faire un petit détour vite fait sur les femmes noires et le problème qu'elles ont en fait dans cet écosystème-là. Parce que quant à elles ont plutôt du coup été aux prises avec le problème inverse. C'est-à-dire que les femmes noires ont dû performer une image d'abord respectable de diva pour être acceptées du grand public. Et ensuite, seulement une fois que leur carrière est installée, pouvoir être noire en fait. C'est vrai dans le R&B, peut-être, mais pas dans le rap par exemple. Alors, dans le rap, non, mais là, par exemple, je pensais à Mariah Carey. Au début de sa carrière, elle était blanche et elle était vraiment présentée comme une femme blanche, les cheveux lissés, les robes, machin. Et elle a pu se révéler vraiment en tant qu'elle-même quand elle a quitté Tommy Mottola, et qui était son mari, qui avait construit son image, et où là, elle est devenue vraiment une femme noire, quoi. Whitney, pareil, au début, on l'avait vraiment marketée comme une diva, comme quelqu'un de très, très sobre, avec une belle voix. Mais elle, pour le coup, elle n'est jamais sortie de cette image-là. Par contre, ça s'est exprimé dans sa vie privée, où elle faisait n'importe quoi avec Bobby Brown. Rihanna, il y a une dizaine d'années, sa musique était beaucoup plus lisse, ses cheveux étaient plus lisses, son apparence était plus lisse, elle était plus mince, il n'y avait pas de nudité, il n'y avait pas de gros maintenant, mots, elle fait beaucoup plus ce qu'elle veut, elle a ses masters. C'est à la fois un truc de... C'est à la fois une volonté d'être plus cool et moderne, c'est aussi peut-être une volonté des meufs d'être plus féminines, plus adultes, tu vois, donc forcément plus sexualisées, c'est un peu tout, tu vois. En tout cas, mon dernier exemple, c'était Beyoncé, mais dans une moindre mesure, parce qu'au sein des Destiny's Child, je trouvais qu'elle faisait une musique vraiment très grand public, très friendly, et elle a vraiment attendu 2013 avec son album Beyoncé pour prendre un virage plus politique et pour vraiment revendiquer sa blackness. Avant, il y avait d'ailleurs eu un sketch du SNL sur les gens qui découvraient que Beyoncé était noire. Quoi. Donc, il y a vraiment... Enfin, ça m'a un peu interpellée ce côté-là. Mais c'est vrai que pour en revenir à Ariana Grande, aujourd'hui, le public est encore de son côté. Seven Rings, c'est un énorme succès, on l'a dit. C'est la chanson la plus streamée en 24 heures de l'histoire de Spotify. Son clip avec l'esthétique Trap House cumule les vues. Mais pour moi, elle est sur une corde raide, en fait. C'est-à-dire que là, maintenant, on va voir comment ça va aller, mais je pense que plus elle va aller dans ce sens-là, et moins le public va l'accepter, parce qu'à un moment, elle va aller trop loin, quoi. Pour moi, elle est vraiment dans l'appropriation culturelle. Ce serait quoi, aller trop loin? Ce serait quoi, aller trop loin? Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce qui va se passer concrètement, tu vois? Pour moi, ce serait... et elle est très sensible à ça, c'est le retournement de l'opinion publique, parce que là, le succès dont elle jouit actuellement, c'est un succès qui est global, parce que l'opinion publique est de son côté. Mais le jour où l'opinion publique n'est plus de son côté, elle aura beaucoup moins de succès, elle fera beaucoup moins d'argent et ce sera très problématique pour elle. Sachant que là aussi, je veux juste reparler vite fait des femmes et des hommes. C'est-à-dire que nous, les hommes, on en est à dire alors lui, il a violé des gens, lui, il a tué des gens, donc on le cancel. Et les femmes, c'est est-ce qu'elle fait de l'appropriation culturelle, on la cancel ou pas. Mais je pense qu'elle a moins de latitude d'action que certaines personnes. T'as l'impression que l'appropriation culturelle pour les pop stars blanches, c'est un truc qui, si ça va trop loin, par exemple... Miley Cyrus, à un moment donné, je pense qu'elle a justement changé de genre parce que les gens ont dit mais ça suffit, quoi. C'est pas intéressant et ce que tu fais, c'est tu penses que ça pénalise leur carrière? Parce que j'ai jamais vu... que ça a joué. Madonna, elle a fait toute sa vie, et ça va très bien pour elle. Britney Spears aussi, tu vois. Mais je pense que si, par exemple, pour Miley Cyrus, si elle avait eu un succès de ouf, qu'elle avait su maintenir entre 2013 et maintenant, je suis pas sûre qu'elle en serait revenue à la country. Pour moi, c'est un mode, comme tu disais, sortie de route et on revient sur la route et on revient aux bonnes recettes de mamie qui marchent, quoi. Parce que j'ai l'impression que dans notre époque, on peut plus aller aussi loin, tu vois, qu'à une époque. Je partage pas cet avis, mais je vois bien où tu veux. Ouais, mais je sais pas. Après, moi, je sais pas, tu veux rajouter un truc? Je suis juste plus pessimiste que toi. Je pense pas que le fait de faire de l'appropriation culturelle pour ces femmes-là... Ça va pas les pénaliser? Non, au contraire, c'est la définition même du white privilege, c'est que la définition de white privilege, c'est d'une part de pouvoir faire ça, là, l'appropriation culturelle, et de pas en subir les conséquences. Et ensuite, voilà, de revenir à une blanchité sans qu'il y ait de conséquences. C'est précisément ça. C'est à la fois l'appropriation, mais aussi le retour derrière en mode, non, en fait, je suis blanc. Tu vois, donc moi, je suis plus pessimiste que toi. Je pense que ça va pas la heurter d'un point de vue commercial. Bien au contraire, je pense qu'elle va marcher de plus en plus. Elle fera ça, plus elle marchera. C'est mon avis.
Et toi, Kevin ? Je sais pas, je suis curieux. Ça sonne mieux. C'est ce que j'allais dire, c'est que je suis un peu malaise dans tout ça parce que j'ai envie d'être de ton côté et de dire que c'est pas bien ce qu'elle fait, mais c'est la première fois qu'elle a eu mon attention. Et du coup, je suis tombé sur cette vidéo de Rap Genius sur leur chaîne YouTube où ils sont allés voir les producteurs qui sont des jeunes hommes noirs, les producteurs du tube Thank You Next, donc il y a Social House et TB Hits, et c'est super bien. En fait, ils montrent un peu comment ils ont collaboré avec elle et comment ils ont créé ce tube dont j'arrive pas à me défaire. Voilà. Donc, je sais pas. Mais en fait, moi, mon problème, c'est que tu remplaces Ariana Grande par une jeune chanteuse noire, tu mets une noire à sa place, aujourd'hui, en 2019, qui reprend les codes comme ça, de cette manière, avec la trap house, les chansons et tout. Et moi, je suis convaincue qu'elle serait cantonnée à une étiquette ghetto, en fait, et qu'elle connaîtrait pas le succès mainstream que Ariana Grande connaît maintenant. Tu la remplaces par Princess Nokia, qui est une femme afro-latino de Harlem. Non, mais c'est pas ça non plus, Princess Nokia, c'est que c'est de la musique presque expérimentale, c'est compliqué. Oui, mais pour le coup, elle a raison sur Mine. C'est vraiment un copier-coller de Mine, quoi. Oui, bien sûr, mais sauf que Ariana Grande, elle a fait un truc un peu rose, plus un peu produit, plus mignon, plus machin. Mais quand tu dis si tu la remplaces, ça marche pas, t'as raison. Tu remplaces littéralement Ariana par Princess Nokia et ça marchera pas. Mais pour moi, effectivement, tu mets une chanteuse noire dans le clip de Seven Rings et déjà, c'est un truc où tout le monde dit putain, c'est hyper ghetto, c'est quoi ce machin ? Enfin, il n'y a pas ce côté oulala, mais qu'est-ce que c'est aventureux ? Enfin, donc, pour moi, c'est ça en fait le vrai problème, c'est que tant que ce sera le cas, tant que en fait, les blancs feront plus d'argent que les noirs dans la musique en utilisant les codes de la culture noire, eh ben, on aura un problème. Moi, ma recommandation pour cet épisode, c'est le documentaire de Canal+, Je ne suis pas un singe. Olivier Dacour, ancien international français, milieu de terrain. C'est sur le foot. Milieu de terrain rugueux mais magique à la AS Roma dans les années 2000. Enquête sur l'histoire du racisme envers les joueurs noirs dans le foot européen. T'as jamais eu envie de dire, mais moi, je suis pas un singe. Ma io non ho niente contro le scimmie, ma 100% una scimmia è più intelligente di loro. Quelle politique mène la FIFA pour lutter contre le racisme ? Ça, c'est une bonne question. Olivier, c'est une très bonne question. Sale négro, sale singe, tout ça, ils ont rien à faire dans les stades, ces gens-là. Oh. C'est une très très bonne question. On n'a pas de réponse. Donc oui, la question du racisme dans les stades, dans le foot, dans les institutions du football, c'est un problème assez sérieux et très ancien. Il y a l'exemple l'année dernière, en fin 2018, du défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, joueur de Naples, insulté par des supporters de l'Inter. Mais en vrai, ça existe un peu partout et à tous les niveaux. Donc, sapé comme jamais, Olivier Dacour s'en va, il voyage, il rencontre des anciens sportifs. De Vieira à Eto'o, ou même des sportifs encore en activité. On a entendu en italien dans la bande-annonce Mario Balotelli, il rencontre Samuel Umtiti, il rencontre aussi des dirigeants du foot français. Qui te disent non. Noël Le Graët a été assez agressif à son égard. Et donc ils débattent tout ça, on trouve des images qui ont très mal vieilli. Il y a un reportage, je pense, de la fin des années 80 dans le club de Nantes, où il retrouve en fait des images de Pascal Praud, qui était journaliste sportif déjà à l'époque. Déjà lui, encore lui. Et il fait un reportage sur les sportifs, les recrues noirs du club de Nantes. Et donc on les voit avec des masques blancs, donc ils sont noirs avec des masques, tu sais, des espèces de masques de soir. Voilà, exactement, des masques blancs. Quoi ? Et il y a un moment, il saute d'un arbre et il se prise. Enfin, c'est assez hallucinant. Pascal Praud, problématique, c'est 1980. Quoi. Non, mais t'es on fire aujourd'hui sur les rimes. Bref, c'est très instructif. Olivier Dacour a fait du super taf. Il n'a pas peur de poser des questions difficiles, de les poser directement. Et puis, juste pour le clin d'œil, le documentaire se termine sur une citation de qui ? James Baldwin. L'histoire n'est pas le passé, elle est le présent. On ne peut pas changer tout ce qu'on affronte, mais rien ne peut changer si on ne l'affronte pas. Oh. Saut 2019, Baldwin. Voilà, c'est tout pour moi. Alors bon, ma recommandation, une fois n'est pas coutume, c'est un podcast. Je vous recommande un épisode de The Nod sur les arts martiaux. Donc The Nod, podcast animé par Brittany Lose et Eric Eddings. Donc cette fois-ci, c'est Eric Eddings qui part un peu à l'aventure. C'est un épisode un peu plus narré, un peu plus écrit, et il explore la place importante que les films et les mangas d'arts martiaux occupent dans l'esprit des Afro-Américains.
c'est un épisode qui a beaucoup résonné avec mon propre esprit malade, sachant que j'ai grandi en matant beaucoup de films, notamment du cinéma de Hong Kong des années, vous savez, 70-80, Bruce Lee, Jackie Chan, Michelle Yeoh, Sammo Hung, Yuen Biao, bref, j'en ai beaucoup. Sweetheart, bien sûr. Et je suis ceinture marron de karaté. Non, on s'en fout. Sérieux ? Ouais, j'en ai fait la 10 ans. révélation, pardon ? Ouais, je me suis arrêté juste avant la noire, mais j'avais 15 ans quand j'ai arrêté. Donc tu sais toujours faire des trucs ou pas ? Je sais encore faire des trucs, mais j'avais 15 ans quand j'ai arrêté, donc je suis quand même faible, tu vois. T'aurais pu être dans le film avec Jackie Chan. J'aurais pu être dans le film avec Jackie Chan, à la place de Jaden Smith. Bref, l'épisode est super intéressant parce qu'il y a une interview d'un homme vaguement connu qui s'appelle RZA, le leader du Wu-Tang Clan, qui a lui-même, qui évidemment a trempé là-dedans depuis très jeune, et ça a beaucoup nourri l'esthétique du Wu-Tang Clan, et puis qui a été aussi le producteur et le réalisateur d'un film d'arts martiaux lui-même qui s'appelle The Man with the Iron Fists, avec une très bonne BO, avec notamment Kanye West dessus. J'aime bien maintenant, on chuchote le Voldemort. Et il y a une autre interview qui vraiment m'a passionné encore plus, qui est d'un homme qui s'appelle Maître Kisu. C'est un homme noir de 60 ans, originaire de Saint-Louis dans le Missouri, et c'est le consultant et chorégraphe des combats des 2 séries animées Avatar et The Legend of Korra. Donc pour ceux qui les séries animées, on est d'accord. Les séries animées, tout à fait. Avatar, qui est donc un manga européen du coup produit par Nickelodeon, qui mélange en fait folklore asiatique, arts martiaux, magie, aventure. Donc c'est un des meilleurs dessins animés pour la jeunesse qui a été fait ces dernières années. Il y a beaucoup de fans, enfants comme adultes, dont je fais dont M. Night Shyamalan, malheureusement. Et donc le parcours de Maître Kisu est super intéressant parce que il commence, il a été dans l'armée, notamment dans les... Alors, j'ai envie de dire, non, c'est pas une Navy SEAL, c'est l'armée de l'air, lorsqu'il était plus jeune. Et donc c'est là qu'il a découvert qu'il avait un talent, notamment pour le taekwondo, parce que t'as un instructeur de taekwondo qui lui dit qu'il a un vrai potentiel pour devenir un grand maître de kung-fu, et il lui conseille, enfin, un grand maître d'arts martiaux d'abord, et notamment de taekwondo. Et il lui dit, d'abord, faut que tu commences à t'entraîner. Si tu veux vraiment devenir le plus fort, il faut que tu fasses 1000 coups de pied par jour sur chaque pied pour commencer à t'endurcir. Donc le mec, pendant plusieurs années, a fait 2000 coups de pied littéralement par jour pour s'entraîner et devenir super fort au taekwondo. Et ensuite, voilà, il a quitté l'armée. Il est devenu maître de plusieurs disciplines, plusieurs écoles, plusieurs disciplines de kung-fu. Et il a commencé à être... comment on appelle ça déjà ? Vous savez, les cascadeurs et consultants et acteurs justement dans des films de baston. Il raconte aussi son parcours justement dans ce Hollywood qui à l'époque, bon, déjà quand t'es noir t'as pas énormément d'options de rôle, mais alors quand t'es cascadeur sur des rôles de films de baston, en gros il dit moi j'étais limité au rôle de voyou numéro 3 ou de qui se faisait casser la figure, ou de homme de main numéro 4, et donc il lâche un peu l'affaire comme ça. Il retourne chez lui dans le Missouri s'entraîner et donner des cours d'arts martiaux, et un jour un de ses élèves, c'est l'un des co-créateurs de la série Avatar, qui lui dit écoutez, j'ai vraiment besoin d'un consultant, j'ai cette idée de faire ce monde où chacun peut, où il y a des tribus qui peuvent à la fois faire des arts martiaux et contrôler différents éléments, l'eau, la terre, le feu, et j'ai besoin de vous et de votre expertise pour créer justement des styles de combat qui seraient attachés à chaque école élémentaire. Et donc c'est comme ça que le mec se retrouve à faire les chorégraphies et à créer les styles de combat de tout l'univers, de tout l'univers Avatar. Et donc quand vous voyez par exemple les mecs de l'école de la Terre qui ont un style très justement au sol avec beaucoup de prises d'appui, beaucoup de prises d'appui qui font du earthbending, donc ce sont des vrais mouvements qui ont été mis au point par Maître Kisu et qui sont chacun inspirés de vrais mouvements, de vraies écoles d'arts martiaux. C'est assez génial. Et donc le mec a reçu des félicitations et des fleurs de toute la communauté arts martiaux des États-Unis, qui ont dit c'est la première fois qu'on voit une série aussi réaliste, aussi bien réalisée, et pourtant il s'agit d'un produit pour enfants. C'est incroyable. Donc bref, voilà, je vous conseille d'écouter déjà cet épisode de The Note. Je l'avais écouté il y a longtemps, mais il est bien. Ouais, parce qu'il date de l'été 2018, je crois. Donc, matez cet épisode de The Note qui s'appelle The Legend of RZA and the Last Airbender. Et puis, matez Avatar et The Legend of Korra si c'est pas encore fait. Que diable! Eh bien, contre toute attente, je vais aussi vous recommander un podcast. Donc moi, le podcast s'appelle Community Manager. C'est un podcast un petit peu ovni qui est animé par un certain Guillaume Natas, un personnage assez suivi sur Twitter que d'ailleurs je connaissais il y a quelques années.
Donc la mission qui s'est fixée avec le podcast, c'est de plonger dans les communautés d'Internet et de nous expliquer comment elles fonctionnent. Et du coup, c'est passionnant, aussi bien qu'hilarant. Et l'épisode qui a attiré mon attention, c'est à cause de vous que je l'ai écouté, c'est celui sur les platistes. Les platistes. Alors voilà, c'est des gens qui voient la Terre plate. Donc pourquoi cette théorie est fascinante ? Déjà parce que c'est une théorie qui ne ressemble pas aux autres théories du complot qu'on peut voir émerger sur Internet un peu partout, qui sont globalement des théories sur des choses cachées. C'est-à-dire que si tu regardes les tendances de la théorie du complot sur Internet, notamment celles qui sont en rapport avec la Terre, tu as la théorie très répandue de la Terre creuse, qui te dit qu'en fait, tu as une autre Terre à l'intérieur de la Terre et tu as d'autres gens qui font des trucs et qui... Donc, je sais pas si vous vous rappelez, c'est vraiment pour les OG, mais on avait fait un chip il y a très longtemps où on évoquait aussi le cas du rappeur B.O.B. qui soutenait que la Terre était plate. Que l'esclavage n'a pas existé aussi. Voilà. Il y a beaucoup d'idées, cet homme. Et du coup, alors, dans cet épisode de Community Manager, Guillaume et son interlocuteur, ils explorent le monde fascinant des gens qui pensent qu'on leur ment, que la Terre est plate, et du coup, qui cherchent à le prouver par tous les moyens. Donc, c'est une communauté qui est faite de trolls, de petits rigolos, de fans d'extraterrestres, mais aussi de vrais croyants, de gens qui y croient vraiment. Et du coup, le podcast remonte aux origines de la théorie un peu farfelue, et qui fait pourtant chaque année de nouvelles émules. Chaque année, il y a des gens qui croient que la Terre est plate, et qui s'appuient sur des croyances remontant à l'Antiquité grecque. Sauf qu'en fait, ça a pris. En janvier 2016, le rappeur B.O.B. poste sur SoundCloud sa nouvelle chanson, Flatline. Dans cette chanson, B.O.B. s'adresse en partie à Neil deGrasse Tyson pour défendre sa croyance que la Terre est plate. Et ça, aujourd'hui, je peux te dire de manière quasiment certaine que la plupart des gens qui échangent sur ce sujet, donc aujourd'hui, là, c'est encore beaucoup le cas, mais sur des groupes Facebook, on se retrouve avec des gens qui font des thèses sur ces sujets. On se retrouve avec des gens qui fabriquent des fusées artisanales pour aller prouver que la Terre est plate. Use your common sense. Why is NASA part Department of Defense? They divided up the seas into 33 degrees, feeding kids masonry. Bro, be careful what you read. Flatline. There's no superior bloodline. Donc Flatline, la Terre est plate. Alors, dans le podcast, on n'essaie pas de répondre aux arguments des platistes, parce qu'on sait bien que c'est impossible, vu qu'on évolue dans le domaine de l'absurde complet. Et qu'un membre sur 3 du chip est platiste lui-même. je dois vous dire la vérité. Je dois vous l'avouer. Moi, je suis platiste. Non, moi, je le suis. T'es platiste ? Ouais. Ah bon, ok. D'accord, c'est l'émission des révélations. Du coup, c'est quand même un domaine que le raisonnement et l'expérience ont déserté. Mais avec l'émission, on observe vraiment la construction et le fonctionnement d'une communauté. Comment ça marche, en fait. Et le regard, du coup, de Guillaume est quand même attentionné, mais toujours critique. Donc c'est vraiment un podcast de qualité, la narration elle est super fluide, le montage est hyper ingénieux, il y a des phrases qui sont mises en exergue avec le son qui sont répétées, on répète les punchlines, et le générique Fleurbon, le sud de la France, c'est une professeure qui explique comment fonctionne une communauté. Donc du coup voilà, on peut trouver 9 épisodes disponibles. Après sur les platistes, qui quand même je vous recommande très fortement, je vous conseille aussi de découvrir celui sur les furries, qui m'a énormément fait rire. Donc les furries, c'est les gens qui s'habillent en animaux de fourrure. Et qui font des rencontres entre eux dans des endroits publics. Et donc cet épisode, il est génial. Le podcast est très très bien. Et tout ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. C'était le chip, c'est fini pour aujourd'hui. On revient dans 15 jours. En attendant, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @lechip_podcast et sur Instagram, @lechip_podcast. Oui, c'est le même nom. Nous avons été très ingénieux. Laissez-nous une review sur Apple Podcast. Mettez-nous 5 étoiles. 5 étoiles en effet, car que si vous mettez 5 étoiles, qu'est-ce qui va se passer ? On va remonter dans le classement. Et on va gagner de la fame. Oui, et de l'argent. Être très heureux. Ah oui. non, très heureux. Cette émission a été réalisée par Quentin Bresson, qu'on salue encore une fois. Oup, oup. On lui fait un dap. Hello. Et c'est tout, c'est bon ? Ouais. Allez, dans 15 jours. Bisous.